Bonsoir à tous les indicateurs sont là pour l'attester, l'agriculture bio se développe dans des proportions très importantes en France. Incarne-t-elle désormais l'avenir pour la filière agroalimentaire? On va se poser la question ce soir dans Droit de Suite. Pour commencer, le veau, la vache et le territoire, un documentaire tourné au cœur d'une ferme dite biodynamique. Les agriculteurs y renouent avec des techniques agronomes ancestrales pour l'élevage de leur bétail. Et ils se battent aussi auprès des pouvoirs publics pour voir leur activité se développer au détriment de modes de culture productivistes qui sont désormais devenus la norme. Une belle leçon de vie, vous allez le voir, doublée d'une réflexion concernant la bonne utilisation de la terre au service des hommes. Bon doc, et je vous retrouve juste après avec le député Jean-Baptiste Moreau, l'agricultrice Stéphanie Pajot, le journaliste Perico Légas et le spécialiste de la grande distribution Rodolphe Bonas pour débattre de l'avenir de l'agriculture bio dans notre pays. Oserais-je me glisser dans la tête d'une vache? Une vache normande, bien nommée Calme, qui, entre deux coups de langue, cherche Java, son nouveau-né. C'est Calme, la maman, qui filme. Ça pousse tellement vite, un veau. Java est son 6e, un beau bébé bio de 55 kilos. Une petite génisse de père et de mère normands, avec un avenir tout tracé, entrée en toute sérénité dans la carrière lactée. Java est né dans le Marais breton, entre un paysage de bocage, de prairies et de haies, et celui du Marais, des terres gagnées sur la mer, ouvertes à tout vent. C'est à la ferme des Maraîchants que Java va apprendre son métier de vache biodynamique. 180 hectares de culture et de pâturage nourrissent un cheptel de 55 vaches laitières et autant de génisses. Des Holstein, des Normandes et des Montbéliardes. Des bêtes à cornes qui se côtoient en bonne intelligence et cultivent l'art du vivre ensemble dans la diversité. Dans la ferme tenue par la famille Pajot, chacun a un peu sa spécialité. Sébastien, le cadet, son penchant va à la terre. Alors là, on est sur des limons sableux avec un tout petit peu d'argile. C'est des terres qui sont assez fragiles. Et là, du coup, j'aime bien de temps en temps faire un petit... on appelle ça un profil. Donc en fait, tu fais un trou et tu regardes ce qui se passe sous la terre. Parce que tu as toute une partie où tu vois ce qui se passe en extérieur. Mais il y a une bonne partie des réponses aussi qui se situent sous la terre. Parce que la plante ne fait qu'exprimer ce qui se passe en dessous. Donc, ce que son système racinaire peut aller chercher. Ah, on sent qu'il y a un enracinement. Toutes les petites racines, là, c'est prêt à aller explorer. C'est bien ça. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une agriculture
une agriculture de vie et pas une agriculture de mort. On n'est pas là pour tuer les champignons, pour tuer les insectes qui viendraient manger nos cultures. On a depuis 50 ans, depuis l'après-guerre, 70 ans même maintenant, une agriculture qui s'est massivement orientée avec l'utilisation j'appelle ça les cides, moi, les insecticides, les herbicides, les fongicides, toute une armée de produits qui est là pour tuer, en fait, pour tuer ce qui gêne la culture ou la vache, ou enfin ce qui gêne. On est là, les agriculteurs sont un peu là des fois pour tuer ce qui gêne. Et nous, on essaie plutôt d'être sur des processus de vie. Donc plutôt pour encourager la vie du sol, encourager le végétal, du coup en mettant en place des mélanges, un équilibre. Donc pour se passer de cette quantité de produits avec toutes les conséquences qu'on connaît derrière, c'est plus la peine d'en parler. Enfin voilà, on se réapproprie notre métier de paysan. Et ça, je pense que c'est vraiment grandissant pour nous. Voilà. Paysan, le nom propre d'un savoir ancestral qu'on s'est ingénié à faire disparaître, comme si les cides avaient aussi tué la mémoire. On a l'arrivée en fanfare de Biscotto. C'est notre taureau. Viens mon grand. Allez. Viens mon bébé. Allez, viens. Guilain, c'est l'aîné des pageaux. Lui murmure à l'oreille des vaches. Elles ont l'habitude, c'est un rituel quoi. Le matin, elles vont à la pâture. Le soir, elles vont à la pâture. Et à chaque fois, on leur remet une nouvelle tranche d'herbe. Donc ça leur convient très bien. Au fur et à mesure du temps, elles deviennent un petit peu difficiles, forcément, puisqu'on veut le meilleur pour elles. Donc on leur amène tranquillement tout ce qu'il faut, soit à l'auge, soit directement dans la pâture. Et du coup, elles sont servies un peu comme des princesses. Et c'est vrai que le dernier jour de pâture, des fois, elles râlent un peu. Elles disaient, oh, qu'est-ce que c'est on est obligé de finir l'assiette, c'est quoi ce cirque? Mais c'est une discipline qu'il faut qu'on leur impose. C'est-à-dire, elles savent, à la fin de la parcelle, voilà, faut qu'on finisse. Et ça, c'est aussi bon pour elles, parce que ça les habitue, et c'est aussi très bon pour c'est très important pour la prairie. Pour qu'elle repousse bien, il faut absolument qu'elle soit bien pâturée. Donc là, sur le principe, on fait souvent ce geste-là, nous, quand on arrive dans un champ, pour voir s'il reste des trop grandes fibres dans la bouse. Là, on a une bouse dans laquelle il reste quelques petites fibres, quelques grandes, et qui est assez lisse, un peu style compote assez ferme, là. Eh bien ça, on peut dire que c'est une très bonne digestion. C'est-à-dire que la vache qui a fait cette bouse-là est sûrement en bonne santé, quoi. On va faire une bouse de qualité qui fera un fumier de qualité, un compost de qualité qui donnera cette même qualité au sol et ce sol qui l'exprimera dans sa production de végétaux. Donc c'est des cercles vertueux qui se mettent en place, quoi. Donc si c'est important, c'est important. Ah mais belle, c'est important. Bon oui. T'as vu, on voit pas trop les lignes de semis. Donc je savais pas trop d'où ça venait. C'est vrai que je comprends que tu sois inquiet, mais bon. Il y a des pieds, mais il en manque quoi. Donc je me dis pourquoi il en manque. Tu vois, on peut celui-là là.
On va peut-être y aller au couteau. C'est bien que... Ouais, il donne des signes de faiblesse un peu, ça, c'est bien. il est tout jaune. Système racinaire est là pourtant, mais... Il est profond. Ouais. Tu vois, c'est parti. Mais si ça se trouve, il s'est fait mordre un coup. Il est en train de repartir. Il est en train de repartir, mais il a... En tout cas, il s'est fait fatiguer. Où est... J'en ai trouvé hier des topins. De toute façon, il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu. Tiens, regarde-le. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un. Tu le vois là? Ouais, puis du coup, il attaque juste le germe au moment où il sort, ou alors il attaque les racines au pied des plantules, et zling. Juste au moment où elles sont les plus fragiles, quoi. Sûrement. Parce que de toute façon, à l'époque où on est rendu maintenant, ça sert à rien qu'on ressème quelque chose. Parce que la terre est belle grêlante, mais dès qu'on va passer un outil, on va la tasser. Ça va coller, ouais. Ça va coller. Ou qu'est-ce que tu verrais comme solution? On statue au printemps, quoi. Donc si on a du froid, un petit froid à -4, -5, pas trop de pluie battante, voilà, qu'au printemps, pareil, la température se réchauffe et du coup redonne un petit coup de... redonne à la nature l'envie de partir au printemps. Mais voilà, ce petit topin nous fait des frayeurs. Minuscule, le taupin n'en est pas moins un coléoptère fourbe et cruel. En agriculture dite conventionnelle, une pulvérisation d'insecticides lui aurait violemment réglé son compte et on n'en parlait plus. Ah, ça c'est magnifique. Et là, on a un rapport de sympathie, de convivialité qui s'installe entre les deux. Tu vas me dire, oh, tout va bien, ouais, bonjour. Et ça, c'est magnifique. Donc là, j'ai enlevé la chef. Ça met toujours le bazar parce que t'as toujours celle qui était presque chef qui veut devenir chef, mais on ne sait pas trop combien il y en avait qui voulaient être presque chef. Donc voilà, là le troupeau, je pense qu'il va passer une petite semaine là, à se chercher. Donc j'espère pas que ça va poser trop de soucis. Mais l'essentiel, de toute façon, c'est pas de savoir qui est la chef. C'est de réserver suffisamment de place à celles qui sont dominées. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles puissent de toute façon se sentir bien, même en tant que dominées, dans le troupeau. Donc il faut de l'espace. Quand elles sont dans les bâtiments, c'est pareil. Faut de l'espace parce qu'il faut que les dominés trouvent leur place, quoi. Si les dominés vont bien, je sais que tout le monde va bien. Parce que du coup, Nous, on est à Noël, hein, vacances. Vous êtes en vacances. Là, On n'a pas le choix d'être là le week-end tous les trois, parce qu'il y a le marché, Ouais. tout ça. Dans le GAEC Donc, des c'est maraîchans, pareil. ils sont 3 associés. Il y a Sébastien qui veille au grain, son frère Guilain, l'oracle qui lit dans la bouse, et Stéphanie, la femme de Guilain. Fille d'agriculteur bio, c'est elle qui, il y a une quinzaine d'années, a impulsé leur installation en bio. Et autrement, oui, je disais à Guilain, on est en train de se faire tondre les céréales au marais par du taupin. J'avais jamais vu de taupin au marais depuis. Faut le suivre, enfin, Ouais. si tu veux regarder tous les jours Ouais. comment que ça évolue. Comment que ça évolue. Plantation de haies le 19 novembre. Donc j'y pense. Et faudrait faire assez vite les 3 rigoles. Au bout là? Ouais, parce que l'eau, elle va pas pouvoir sortir. Ouais. Peut-être la semaine prochaine. Et tu disais le 19 novembre? T'es pas là. Mais bon. Non, je suis pas là. Oui, non, on rencontre le ministre à Paris le 19 novembre. D'accord, au nom de la FNAP du coup. Ouais. Ça marche. Mais c'est Je le suis fol. pas là le 18-19, oui. Oui, c'est encore le fol. Oui. C'est encore là. Ouf.
Ça, c'est l'ancien semoir à engrais de mon papa. Et moi, je m'en sers maintenant pour semer une partie de mes petites graines. Le topin a attaqué. Je suis déjà super content qu'il n'ait pas tout attaqué. Ce qui aurait pu être le cas sur une autre culture. Voilà, il aurait pu bouffer 100%. Si j'avais semé que du triticale, il m'aurait tout mangé. Là, l'intérêt d'avoir semé du mélange, il a attaqué le triticale, mais il me reste la fève, l'avoine, une partie du pois, et par contre le triticale a disparu. Donc voilà, le topin a attaqué le triticale, je vais le remplacer par de l'orge, voilà. Et c'est parti. Si tu veux pas prendre de risques, tu fais rien. On est d'accord. Là, si je pourrais dire ça, je le garde, je le donne à mes cochons, je prends pas de risques, mais je n'aurai pas de recul de savoir si ça marche ou pas de sursemer des céréales au printemps. Là, tu vois, ça me fait une petite expérience. Et imagine c'est un échec, et ben je le saurai. Ça m'aura servi de. J'aurai ça dans mon petit livre de connaissances, c'est que les semis de céréales au printemps, c'est un peu risqué, ou ça marche pas, ou il faut, je sais pas moi, se fixer de semer la veille de la pluie, ou j'en sais rien. Tu vois, on va enrichir notre banque de données. Tu peux éviter les risques, toujours, mais tu peux pas faire de recettes où tu te dis ça marche, ça marche, ça marchera, ça n'existe pas. Sinon on serait juste des applicateurs de recettes. Ça s'appelle l'agriculture intégrée. On est là pour nourrir des gens. Il faut pas se dire bon, on va laisser la nature faire et puis on n'est pas des cueilleurs. Ça c'était il y a des milliers d'années, ça, les cueilleurs. On n'est plus dans cet esprit-là. On est là pour être productif, mais dans le respect de ce que peut nous donner la nature. Tu vois, sans artifice chimique et sans entamer la fertilité de la planète pour les années à venir, si tu veux. On est toujours à essayer d'avoir des équilibres, des optimums, et jamais des maximums. C'est jamais bon signe, le maximum. C'est que tu as été un peu trop loin. Le gars qui a gagné 5 fois le Tour de France, il était au maximum. Mais on voit ce qu'il y avait derrière, quoi. Donc, on se cale toujours pour être autonome en alimentation. C'est-à-dire les années où les conditions climatiques sont un peu plus dures, que du coup les prairies fournissent moins de pâturage, moins de foin, eh ben, on diminue notre cheptel de vaches. On garde un petit peu moins de vaches, du coup, pour avoir toujours de quoi les nourrir. Initiée en 1924 par un philosophe allemand, Rudolf Steiner, la biodynamie propose de cultiver son jardin autrement, de composer avec la biodiversité dans sa globalité en y incluant le cosmos et la dimension spirituelle. Le sanctuaire de la biodynamie en France est proche de Cluny, en Bourgogne. Pierre Masson tient l'officine. Ici, là, tout ça c'est plein, voilà un mur de cornes. Ah, super. La bouse, là, elle est placée dans les cornes et elle va y rester 6 mois dans le sol l'hiver. Ouais. Et donc, on travaille en collaboration avec la ferme en biodynamie à côté, qui a 150 hectares. Ok. Ils ont de la bouse d'assez belle qualité. D'accord. C'est quelque chose qui nous convient. Et c'est ça qui va faire la qualité du produit après, c'est-à-dire la préparation, bouse de corne, 500. La 500, on utilise en très petite quantité, puisqu'on va utiliser environ 100 grammes par hectare. Mais ça va apporter une sorte d'énergie, de vitalisation. Message, quoi. Oui, alors on peut dire ça, de l'information, message, il y a beaucoup de mots pour exprimer ça. Et c'est quelque chose qui va aider les systèmes racinaires à se développer, qui va créer une dynamique de nutrition renforcée des bactéries qui vivent dans la zone des racines, dans la rhizosphère. Et ça, c'est quelque chose qui va stimuler la formation d'humus.
moi, j'ai une formation agronomique, hein, je viens du conseil agricole le plus conventionnel, j'étais conseiller agricole dans une chambre d'agriculture. Puis c'était l'après-mai 68, il y avait plutôt l'idée de se rendre indépendant par rapport au pouvoir des firmes, par rapport à la pression économique. Et la biodynamie, malgré toute sa, oui, son aspect bizarre, ses relations complexes avec le cosmos, les arrière-plans spiritualistes, elle proposait l'idée de pouvoir rendre autonome un domaine, pas autarcique, mais autonome, c'est-à-dire avec une production qui puisse alimenter d'autres personnes, mais avec le moins d'intrants possible. Autonome sur le plan de la fumure, sur la production d'aliments, autonome sur les préparations dynamiques. Et donc, j'ai découvert ça en 72, j'ai fait un retour à la Terre, et très curieusement, ce sont mes voisins qui m'ont appris que ça fonctionnait. Moi, j'étais pas assez observateur pour voir, et eux, les vieux paysans, ils me disaient « Ah là là, mais dis donc, pourquoi ton fumier il pue pas ?» Alors je dis « Ah oui, je mets des plantes médicinales dedans. » Je n'osais pas leur dire que je mettais des préparations. Puis après, en 76, ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Mais pourquoi chez toi c'est plus vert ?» Alors j'ai dit « Ah, j'avais pas vu, montrez-moi quoi. » Et donc c'est eux qui m'observaient de très près, qui m'ont montré que la biodynamie, c'était bizarre, mais ça marchait de manière formidable. Alors là, ma petite bouse de corne. Donc là, il y a le contenu de plusieurs cornes. Et moi, en fait, je vais en mettre 100 grammes par hectare, dilué dans l'eau. Je vais mettre un petit peu d'eau chaude dedans. On essaye de travailler avec les rythmes de la nature, les rythmes solaires, les rythmes lunaires. Mais tu as également toute une notion de rythme, on va parler de rythme cosmique, où toutes les autres planètes du système solaire interviennent aussi dans les rythmes de la vie sur Terre. Donc du coup, c'est séparé en 4 grands types. Tu as des jours plus favorables à la feuille, sur le végétal, des jours plus favorables aux fruits, des jours plus favorables à la racine, et des jours plus favorables aux fleurs. Mais il faut commencer par l'agronomie, et après tu tiens compte des rythmes. Il faut d'abord être un paysan, il faut commencer par ça si tu veux. La biodynamie vient vraiment accompagner un rythme qui est là. C'est pas un produit miracle. Tu vois, c'est pas une approche miracle. C'est quelque chose qui vient vraiment accompagner les phénomènes naturels et les orienter, emmener la vie dans le bon sens, quoi. Viens ma grande. Aujourd'hui, pour Regarde, Calme et nouvelle deux maman. copines, c'est la fin du congé maternité. Après 2 mois passés auprès de leur veau, Guilain leur fait réintégrer le troupeau et la salle de traite. Les mères reprennent le travail, les gosses sont confiés à une nourrice, forcément, ça râle. Comme c'est quand même un moment douloureux, la séparation de la mère et du veau, on les accompagne en homéopathie avec c'est un des médicaments qui est utilisé aussi chez l'homme, hein, qui accompagne la séparation de la mère et de l'enfant. Donc là c'est Ignacia, donc on lui met une fois, ça suffit, et ça l'aide à relativiser, on va dire. Enfin moi j'interprète ça comme ça. Allez. Chut. Allez, recule ma belle.
C'est bien. Voilà. Donc là, on va essayer de l'habituer. Il faut leur faire trouver la mamelle et ça, c'est pas le plus facile. C'est bien. Voilà. Donc ça y est, elle l'a accepté. Hein, ma belle fauvette. C'est bien, ma belle fauvette. Oui, tu es une belle maman. C'est bien. Voilà. Alors du coup, fauvette, elle a eu une sciatique. C'est-à-dire, elle s'est bloqué le nerf derrière la cuisse. Du coup, je veux lui laisser du temps pour se rétablir, sans faire suivre le troupeau, sans la passer en salle de traite. Du coup, là, avec les veaux, elle va être tranquille en convalescence, quoi. Mais par contre, elle va quand même donner son lait aux veaux, du coup. Ça, c'est super intéressant. Alors dans le système classique, le veau naît et est séparé le plus rapidement possible. C'est-à-dire que la mère a des fois juste le temps de le voir. Il traite le premier lait, le colostrum, il le donne au veau et après il est séparé, quoi. Donc nous on n'a pas fait ce choix-là pour des raisons d'éducation du veau. Et le deuxième, vraiment le grand intérêt qu'on voit aussi, c'est que le fait de boire le lait leur confère une immunité. Et là, on a réellement des changements, c'est-à-dire on a des veaux beaucoup plus robustes et c'est efficace. Ça va. Là, c'est les petites femelles. Elles ont aujourd'hui 5 mois. Et là, l'idée, c'est que les mères là vont leur apprendre la vie de vache. Tu vas être moins timide. Hein, ma grande. Dans la nature, il y a toujours cette transmission, normalement, de la mère au veau, de comment on fait pour devenir adulte. Et là, si jamais on les séparait du monde des adultes, ben ils ont pu ce savoir-faire là quelque part. Il faudrait qu'ils le réapprennent tout seuls. Là, on préfère que ce soit directement des mères adultes qui leur apprennent comment on fait pour pâturer, tout simplement. Donc deux donnes fondamentales, comment on se comporte dans un troupeau, en tant qu'individu dans un troupeau, et comment on se comporte vis-à-vis de l'alimentation. Par exemple, il ne faut pas que la vache pâture trop près de ses propres bouses. Le veau au début, il l'apprend par sa mère, parce que sinon il se chope les parasites qui sont excrétés dans les bouses. Eh bien, en pâturant suffisamment loin, on s'éloigne de ce risque-là. Donc c'est plein de petits détails comme ça qui font que la transition vers le monde adulte va se passer beaucoup mieux, quoi. Rien que par l'éducation des mères nourrices. Stéphanie, dynamique à la ferme, a aussi en charge la présidence de la Fédération nationale de l'agriculture biologique à la ville. Bon, alors donc l'idée pour le rendez-vous avec le ministre cet après-midi, c'est d'essayer de décomposer chaque axe du programme Ambition Bio, là, qui est sorti il y a déjà 1 an maintenant. L'objectif, c'est que toi, en tant que représentant de la Champagne-Ardenne et producteur bio là-bas, t'expliques la situation actuelle et puis voilà. La situation future, si rien ne bouge et si rien ne se fait pour que ça puisse avancer. Concrètement, et comment ça se passe dans les régions et tous les écueils qu'on a et le fait que le ministre ait annoncé 160 millions d'euros finalement sur les aides
il y a plus d'un an maintenant, et qu'aujourd'hui, on voit que c'est pas du tout ça qui est fixé dans la région, quoi. Quand je vais à la région, on me dit que la région ne peut mobiliser que si l'État mobilise l'argent. Donc du coup, on va dire qu'on a deux sons de cloche qui devraient se baser sur la même chose, et on a deux discours et puis une incohérence entre les deux qu'on n'arrive pas à résoudre. Ce que nous, on défend au travers de ces aides aux services environnementaux de la bio, c'est aussi une reconnaissance des pratiques agricoles vertueuses et ce vers quoi, logiquement, il est censé aller. Et que ça fait partie d'une stratégie plus globale, au-delà de simplement les aides. Oui, c'est aussi reconnaître les services environnementaux rendus par l'agriculture biologique et donc indiquer à tous les producteurs dits conventionnels ce vers quoi il faudrait aller pour répondre aux enjeux sociétaux, quoi. On nous dit aussi, en fait, cette aide, elle n'a pas lieu d'être parce que vous êtes rémunéré par le marché. Donc c'est tes clients qui rémunéreraient, en fait, ces biens publics. Donc c'est là où on a un débat de fond. Qui doit rémunérer ces biens publics ? Est-ce que c'est les clients qui achètent le bio et qui doivent l'acheter plus cher pour rémunérer ces biens publics, ce qui presque revient à une sorte de deuxième impôt ou deuxième taxe sur la valeur environnementale, en fait ? Ou est-ce que c'est la collectivité qui doit rémunérer cette production de biens publics parce que il y a des pollueurs qui produisent des externalités très négatives. C'est vraiment un débat de fond sur l'orientation de la société, qui doit payer les externalités négatives et qui doit rémunérer les externalités positives. C'est vraiment un sujet de fond. Tout le monde agricole ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas d'aide à celui qui fait mieux et durablement. Oui, en même temps, il y a des aides massives à la pollution. Il y a des aides massives pour conserver un système qui va pas dans le bon sens. Ça, on est d'accord. C'est ça que nous qu'on demande de retourner. On arrête de subventionner la pollution et on subventionne ceux qui dépolluent le sol, la terre, l'air, etc., l'eau. Voilà. Donc c'est ça le sujet. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut de la cohérence. Ça, c'est sûr. Donc, ça va être un rendez-vous un petit peu chaud. Je sais pas dans quel état on va ressortir, mais... Stéphanie et ses collègues viennent pour discuter de l'application du plan bio. Un plan qui a pour objectif d'avoir en 2017 doublé les surfaces et augmenté la consommation de produits bio. Mais la mise en place est semée d'embûches. Ça va ? Bonjour. Bonjour, Tony Chocarlet. Ça va ? Ça va bien ? On y va. Bon ben installez-vous, hein. Allez, hop. Non, mais l'idée de la rencontre aujourd'hui, c'est de faire le point sur le programme Ambition Bio, où ça en est, et notamment évidemment sur la thématique des aides, sur la thématique de l'animation sur les territoires de ce programme et comment on avance, parce qu'aujourd'hui on est en interrogation tout de même sur les choix qui sont faits et sur comment on va concrètement faire vivre ce plan. Je voudrais rappeler le plan Ambition Bio avait une vocation au départ qui avait été discutée sur en partie la question de l'augmentation des surfaces de production bio, donc de la conversion. On en avait tiré un certain nombre de conclusions. Bon, voilà, après on peut avoir des divergences, mais on peut pas là-dessus. Voilà, il y a une enveloppe. Après, il faut la répartir. C'est peut-être dans la répartition qu'il y a des discussions, mais je rappelle quand même que l'enveloppe a été augmentée de plus de 20%. Ça a changé, ça veut dire que là on n'est plus sur le doublement des surfaces, on est sur dire il y a de l'argent et on fera ce qu'on peut avec cet argent-là. C'est plus tout à fait la même chose dans le... Hein ? Oui, on a dû doubler les sommes. J'ai dit 20% sur la partie gaz. Non, on est toujours sur la même ambition. Bon, écoutez, je veux bien qu'on fasse ce petit jeu là, devant la télé. C'est pas l'objectif. Si maintenant, c'est un débat très bien, mais on peut pas dire que par rapport au plan Ambition Bio, on ait remis quoi que ce soit en cause. C'est que maintenant, vous dites, on voudrait plus d'argent.
Non. Par rapport à ce qui a été prévu. Non. Si. Non, on dit pas ça. Bah si. Non, on Bah dit si. pas ça. Bah si. On n'a jamais moi, dit je ça. vais vous prendre un cas concret si on rentre dans les concrets. Moi, je suis de la région Champagne-Ardenne. Je suis président de la FRAP Champagne-Ardenne. Concrètement, le plan bio aujourd'hui. Bon, moi, je vais mettre un point d'orgue là-dessus tout de suite. Moi, j'ai été d'accord pour un tour de table. Si on doit faire un débat devant la presse, Non. je veux bien. Pas de problème. Mais si vous me le dire, sinon vous sortez. Après, si vous n'êtes pas d'accord, on enlèvera et c'est tout. Ça ne pose pas de problème. Moi, je suis d'accord avec rien. Allez, on va donner son lait. Allez, allez. Voilà, allez. Allez les belles. Allez, salut First. Allez, avance. Salut ma grande. Allez les filles. Allez les belles. Allez. Allez les filles. Voilà. C'est bien les mamans. C'est bien les bébés. Voilà, c'est bien. Oui mes grands. Oui mes grands. C'est bien. Salut ma belle Gustave. Ça va? C'est bien. Alors, il faut que ça soit un gros moment de calme. Il faut que ça soit le plus calme possible après. Tiens, regarde. C'est elle. C'est First. Elle arrive. C'est... voilà. La hiérarchie, tu vois comment elle s'impose. Et le fait de laisser les cornes, ça permet à la hiérarchie de s'affirmer. Et du coup, après, il n'y a pas de... on discute pas la place de chacune, quoi. Et ah non, elle a décidé de changer de côté parce que la griffe là s'enlevait, t'imagines? C'est hallucinant. Hey First, tu viens? Prends ta place, c'est bon. C'est à toi. C'est bien ma belle. Allez, on y va. Va ma belle, c'est bien. Tu vois, même si je les sollicite sans doute moins que mes collègues qui sont en conventionnel, puisqu'elles vont produire, je pense, mettons 30% de moins, c'est déjà, elles me font déjà une grosse performance, parce qu'elles, le lait qu'elles font, elles le font qu'avec de l'herbe, donc ça implique quand même qu'elles aient un niveau de performance, de digestion élevé, quoi. Parce que je leur ramène pas des choses super facile à digérer, des boosters de ration. Donc je trouve que c'est une performance. Et le fait, nous on voit directement en termes de qualité, puisqu'on fait le fromage derrière, et le rendement fromager, chez nous il est élevé. Pour valoriser le lait, Stéphanie a monté la fromagerie. Ce qui, en tant que spécialiste, me rappelle un ancien succès. Quand tu donnes dans ton panier du fromage gratuitement. Depuis qu'on est passé en bio et qu'on a créé la fromagerie, on a créé trois emplois. On peut partir effectivement 4 semaines en vacances. On espère obtenir la 5e semaine. C'est vrai que nous, on vit, on a 2000 euros par mois. Donc aujourd'hui, on vit bien de notre métier. C'est pas parce qu'on est en bio qu'aujourd'hui qu'on n'a pas de production et qu'on vend pas de produits, quoi. Je pense qu'il y a, pour les agriculteurs, il y a une espèce de peur de se dire si j'ai plus les produits chimiques, je vais plus rien produire, je vais pas m'en sortir économiquement. C'est pas du tout le cas. On crée plus de valeur ajoutée aujourd'hui sur les fermes bio. On a des prix plus garantis. Après, on aimerait bien aller plus loin sur des relations plus équitables dans les filières, notamment dans les filières longues. Mais en tout cas, quand on est en filière courte, en lien direct avec le consommateur comme nous, en lien direct avec les AMAP, eh bien, on a créé beaucoup plus de valeur ajoutée et on valorise notre lait 2 fois mieux qu'en filière longue. Donc c'est ce qui permet aujourd'hui de dégager du revenu et de créer de l'emploi. C'est ça. Et voilà.
Donc là du coup on s'en va à la Bouille. Alors la Bouille c'est le site on va dire historique où on est né. Et on utilise également les anciens bâtiments de mon père pour élever les cochons. Alors les cochons, leur petite histoire en fait c'est qu'ils sont là uniquement pour utiliser, valoriser, manger le petit lait issu de la fromagerie. L'alimentation, que ce soit pour les cochons ou pour nous, l'alimentation est un pourvoyeur de bonne santé. Là, on en a l'exemple flagrant. Voilà, c'est une expérimentation claire et simple. Un cochon bien nourri est pas malade. Une vache bien nourrie est pas malade. Voilà. Preuve à l'appui. Du coup, on a un veto qui suit la ferme. Il me demande de temps en temps, vous avez toujours des cochons ? C'est parce qu'on lui en parle jamais. C'est vraiment... Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'en agriculture, j'aime pas être en permanence à me comparer, mais tu es obligé quand même à un moment donné de poser des comparaisons sur la table. Le cochon en élevage conventionnel, c'est un des gros consommateurs d'antibiotiques. Là, les cochons, ils ont rien. Ils ont du petit lait. Du petit lait, de la farine, et voilà, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux chigouiller mes bottes? On y va? Pépito débute dans la carrière de géniteur en chef de la ferme des Maraîchants. Oh! Qui est-ce qui est là-bas? Oh, Pépito. Il a été nommé dans l'urgence pour remplacer au sabot levé l'expérimenté Nono, accidenté dans l'exercice de ses fonctions. Bonjour. Le coup de rein de trop, l'ombaire détruite, le danger qui guette tous les taureaux fougueux. Voilà. Eh oh, calme, calme, calme. Allez, va ma belle. Voilà. Allez, c'est bien. Voilà. C'est bien. Oui, mes beaux bébés. Oui, c'est bien. Voilà, c'est bien. Le moment de la saillie, c'est pas tu saillis et c'est bon, t'as fait ton boulot quoi. Je pense qu'il y a quand même tout l'aspect de l'échange, etc. Et c'est vrai que l'idée c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se passent à ce moment-là entre le taureau et la vache qui peuvent faire que des données comme l'immunité, comme le bien-être de la vache, même du taureau, est-ce que toutes ces notions-là s'abordent à ce moment-là? Je sais pas, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui se passent. Ça suffit de les voir ensemble et il y a quand même une tendresse quoi. Une tendresse qui laisse à penser que chez les bovins, les préliminaires sont après. Le véritable trésor de la ferme, il est là. Dans ce tas de fumier, le levain de la vie microbienne, premier maillon d'un cercle où tout commence et où tout finit. On a mis donc le fumier que les vaches ont produit tout l'hiver. Et ce fumier-là, on le sort donc aujourd'hui pour le mettre en processus de compostage.
Donc pour aider ce processus-là, on met dans le tas ce qu'on appelle des préparats. C'est-à-dire ces 6 plantes qui vont avoir pour vertu d'orienter l'activité biologique dans le tas. Donc il y a l'ortie, la camomille, la valériane, l'achillée millefeuille, l'écorce de chêne aussi, et le pissenlit. C'est un peu comme quand vous prenez quelques granules homéopathiques pour vous soigner. Ben là, ça va être quelques petites boulettes qui vont permettre de gérer l'ensemble d'un tas. L'idée, c'est de dire au compost, au monde vivant du compost, il serait intéressant que tu t'organises de telle façon, en cohérence avec le reste du monde vivant, et les plantes ont cette information-là. Moi, je ne veux pas réinventer le process, je veux voir son efficacité. C'est ça qui m'intéresse. Et quand je vois le compost qui fonctionne bien, déjà, ou beaucoup mieux que sans les préparats, je me dis là, il y a quelque chose. Quand je vois les sols qui commencent à être bien équilibrés, là, je dis il y a quelque chose qui se passe. Quand je vois les animaux qui sont en santé, je me dis il y a quelque chose qui se passe. Tu vois, j'ai pas de... Ouais, moi je suis un paysan je veux voir l'efficacité des choses. Et tranquillement, avec le temps, forcément, j'essaye de voir pourquoi ça fonctionne. Mais au départ, je l'ai pris comme un outil. La biodynamie, je l'ai pris comme un outil. Un outil qui aide à mettre le vivant en cohérence sur le domaine, en utilisant les principes fondamentaux de la nature, quoi. Dans les rues de Nantes, des tracteurs et surtout plusieurs centaines d'agriculteurs biologiques. Eux sont venus de toute la région pour dire leur colère et aussi leur inquiétude face à la réduction pour 2014 de 25% des aides à l'installation dans le bio avancées par le gouvernement. Ces aides, on considère qu'elles ont un vrai sens pour le citoyen. C'est la protection de l'eau, c'est la protection de la biodiversité, du sol, de l'air, c'est la création d'emplois sur les territoires. Un mécontentement vif dans la région et bien au-delà, qui a vite fait réagir le gouvernement. Ce matin, le ministre de l'Agriculture a finalement accepté de compenser cette perte. Je pense qu'aujourd'hui, le citoyen a envie que les choses changent, il a envie d'avoir des aliments de qualité, de savoir d'où ça vient, comment c'est produit. Il a envie d'avoir de l'eau potable, il a envie de préserver la nature pour ses enfants, ses petits-enfants. Et c'est vrai que le politique a plus de mal à bouger, ou en tout cas à prendre conscience de l'enjeu que ça représente et de la nécessité de bouger réellement pour entendre les citoyens. Il est encore très, je dirais, bloqué par les lobbies agricoles qui sont très forts aujourd'hui en France. Les lobbies agroalimentaires, agricoles, l'industrie de la chimie sont extrêmement puissants et malheureusement ils sont encore trop écoutés par les politiques. Avec le recul, je me dis qu'on a eu un moment de doute où du coup on a mis en place là tous les semis d'orge et tout ça de printemps parce qu'on voyait que la céréale, le triticale avait été mangé par le topin, qu'il restait qu'un petit peu de fève. Du coup on se disait oh là 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 ça va pas être bon. Et en fait le constat c'est que la fève a explosé. Elle a clairement explosé. Le triticale il en reste malgré tout, il en reste pas mal. Celui qui reste il est assez impressionnant. On a des épis qui sont gigantesques. Et ça me conforte vraiment dans ces histoires de choix de mélange. De mélange dans les céréales, de mélange dans les prairies, bien évidemment, les mélanges prairiaux. De mélange dans le troupeau, avec différentes races, différentes... c'est une belle démonstration, là, du coup, l'intérêt de la diversité, quoi. En plus, il y a eu cet effet-là, il y a eu
au moment du semis là, de l'orge, on a vraiment voulu accompagner la réussite de ce semis avec un passage de bouse de corne. Et là, on voit bien que la bouse de corne, en fait, elle a profité au semis d'orge, clairement. Mais elle a aussi atteint et touché tout ce qui était présent à ce moment-là, c'est-à-dire la fève, par exemple, qui a été clairement accompagnée à ce moment-là. Et qui, du coup, en a bénéficié et a du coup, clairement entendu le message de toutes ses forces de vie et tout ça, et qui a... Bah là, on peut dire qu'elle a répondu... Elle a répondu présent, quoi. Elle pouvait pas plus répondre. On essaie tous d'apporter notre pierre à l'édifice, quoi. Tu vois, et que la finalité, je dirais bien, c'est l'estomac des gens, le bien-être des gens, et souvent par voie de fait, le bien-être globalement de nos systèmes, quoi. Quand j'emmène mon fiston, par exemple, Gabin, dans les champs, je veux pas avoir honte de ce que je fais et de dire, bon bah Gabin, tu feras ce que tu pourras avec cette terre, quoi. Je me sers de la terre qu'on m'a confiée sans l'épuiser. Voilà. On va commencer par ça, et puis et la preuve que c'est pas une utopie. En agricultique, on appelle ça la preuve par bouse. Aucune équation, aucune formule chimique ne saurait rendre compte du message que les vaches décryptent rêveusement, couchées dans un pré. Calme, tout à sa nouvelle maternité, médite en ruminant. Rebonsoir, et on prolonge ce documentaire ce soir dans Droit de Suite pour se demander si le bio est bel et bien devenu l'avenir de l'agriculture. Et pour en parler à mes côtés ce soir, 4 invités. On va commencer par Stéphanie Pajot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agricultrice, ingénieure agronome, et on vous a donc découvert dans ce film, vous et votre exploitation, une ferme biodynamique que vous dirigez avec votre mari et aussi votre beau-frère. Et puis vous êtes également lancé dans le syndicalisme professionnel. On l'a aussi découvert dans ce film puisque vous êtes la présidente de la FNAB, c'est la Fédération nationale de l'agriculture biologique. On va bien sûr reparler de l'histoire de votre exploitation, de votre expérience ensemble sur ce plateau ce soir. Perico Légas est avec nous également. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Marianne, avec critique gastronomique. Vous animez chez nos confrères de Public Sénat l'émission Manger, c'est voter. Et vous êtes entre autres l'auteur de ce livre À table, citoyens, pour échapper à la malbouffe et sauver nos paysans, publié aux éditions du Cerf. Merci d'être avec nous, Perico Légas. Jean-Baptiste Moreau est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de la Creuse. Vous êtes vous aussi ingénieur agronome, oui. Agriculteur, oui, éleveur. Éleveur de vaches limousines. C'est ça, tout à fait. Et ancien président, entre autres, d'une coopérative qui regroupait, je crois, quelques 900 agriculteurs. Éleveurs, oui. Bon, une activité que vous avez arrêtée. On peut pas concilier les deux, oui. C'est quelque chose à plein temps, donc je continue à être éleveur, mais j'ai cessé mon activité au sein de la coopérative. Et quelque part, ça nous rassure de savoir qu'on peut pas faire député et patron de coopérative. Non, c'est vraiment impossible au niveau de l'agenda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec nous également Rodolphe Bonas. Bonsoir. Vous êtes le PDG de l'agence de communication CACOM Group et vous êtes un très bon spécialiste de la grande distribution. Bon, on verra, mais c'est en tout cas votre réputation. C'est pour ça que vous êtes notre invité ce soir. Je vous remercie vous aussi d'être avec nous. Stéphanie Pajot, on a découvert donc cette exploitation. Comment s'est passée la rencontre avec Patrice Gérard qui a réalisé ce documentaire? On a entendu la voix de François Morel, le comédien, hein, c'est lui qui commente en fait ce film. Comment s'est passée cette rencontre? Comment s'est fait ce film dans votre exploitation? C'était une super aventure, c'est une rencontre fortuite du réalisateur qui en fait cherchait un témoignage d'éleveurs en biodynamie, parce qu'il s'intéressait à la biodynamie, mais c'était surtout en viticulture qu'il connaissait des gens. Et en fait, il a cherché dans son secteur, parce qu'il est originaire de Grand Ouest, des gens qui travaillaient en biodynamie en élevage. Et puis du coup, il a
il a atterri chez nous et le contact est super bien passé sur notre ferme. Et donc du coup, on a fait un tournage de pratiquement 1 an en fait pour réaliser ce documentaire qui, ma foi, est fort, dont on est très fiers en fait, parce qu'il a vraiment rendu le travail qu'on fait tous les jours finalement accessible au grand public et on est content. On va en voir un premier extrait, si vous êtes d'accord. C'est votre beau-frère Sébastien qui parle. Écoutez. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une agriculture de vie et pas une agriculture de mort. On n'est pas là pour tuer les champignons, pour tuer les insectes qui viendraient manger nos cultures. On a depuis 50 ans, depuis l'après-guerre, 70 ans même maintenant, une agriculture qui s'est massivement orientée avec l'utilisation j'appelle ça les cides, moi, les insecticides, les herbicides, les fongicides, toute une armée de produits qui est là pour tuer, en fait, pour tuer ce qui gêne la culture. C'est ça la philosophie de votre type de culture. Ça résume très bien ce que vous essayez de faire, de mettre en place, et l'éthique que vous essayez d'apporter à votre métier. Oui, c'est travailler avec le vivant et pas contre lui, et donc mieux le comprendre pour mieux l'apprivoiser. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important et qui change un peu toute la façon d'aborder notre façon de produire. En fin de compte, on travaille beaucoup plus ce qu'on appelle en préventif, c'est-à-dire sur finalement comment on rend les animaux, on les met en situation de bonne santé, comment on s'arrange pour que le sol soit également en bonne santé, pour donner des végétaux en bonne santé qui vont nourrir les animaux. Et ça, c'est quelque chose qui... Ça, on l'a très bien perçu dans ce film. Jean-Baptiste Moreau, la question que je me suis posée, est-ce que vous faites le même métier? Est-ce qu'on parle de la même agriculture entre votre propre exploitation et celle de Stéphanie Pajot? Bien sûr, il y a des variantes, puisque je suis en agriculture, ce qu'on appelle conventionnelle. Ouais, vous n'êtes pas estampillé bio, c'est ce que je veux dire. Oui, je suis pas estampillé bio, mais il faut savoir que les fermes de polyculture et d'élevage du Grand Massif central se reposent principalement sur des animaux à l'herbe une grande partie de l'année, voire toute l'année, puisqu'il y a beaucoup d'animaux qui passent l'hiver dehors. On a globalement peu d'utilisation d'engrais et d'autres pesticides et fongicides, puisque l'alimentation, enfin les céréales que l'on cultive ou le maïs que l'on peut cultiver, il est fait pour nourrir les animaux. Donc on n'a pas un objectif de rendement phénoménal. Donc on n'est pas en agriculture biologique, certes, on est en agriculture conventionnelle, mais globalement on est face à une agriculture, la polyculture élevage du Massif central, qui est très respectueuse de l'environnement. Perico Légas, vous voyez une différence entre ces deux types d'agriculture aujourd'hui, ces deux conceptions de la culture, de l'agriculture? Oui. Oui, et contrairement à ce qu'on pense, je pense qu'on va à la confrontation pour une raison simple. D'abord, je voudrais dire, ce document admirable, quel chemin parcouru. Quand j'étais adolescent, ces gens-là étaient considérés comme des marginaux, pour ne pas dire des subversifs ou des gens dangereux. Et aujourd'hui, Stéphanie Pajot, votre exploitation date de 1998. Oui, oui. Ouais. Mais même... Vous avez raison de le préciser, Perico Légas. Vous avez vu le sérieux, la sérénité, avec des organisations. Ouais. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont dans le camp du bon sens et de la raison. Alors ensuite, on va peut-être diverger parce qu'il y a peut-être dans le bio du sectarisme ou un peu d'idéologie. Mais bon, le constat est simple. Il faut nourrir la planète. Il faut nourrir l'humanité tout en préservant la planète. Ça, on peut y aller dans tous les sens. Bon, et il est arrivé un grand drame. Il est arrivé un grand drame. Il y a des gens très bêtes, très méchants, qui un jour ont décrété que l'agriculture devait être un produit financier. Que l'exploitant agricole, j'aime pas ce terme, que le paysan doit vivre de son travail et éventuellement puisse s'enrichir, c'est tout à fait normal, c'est même naturel, et d'ailleurs il est obligé de s'enrichir. Mais qu'on en fasse un produit financier et qu'on dise à des gens, en fonction des cours de marché, votre litre de lait, on vous le paiera à la fin de l'année, le prix qu'on voudra, quand on décidera. Voilà. Ça, c'est pas possible. Or, on voit bien qu'aujourd'hui l'agriculture biologique, mise en place à travers un programme aujourd'hui officiel qui est l'agroécologie, voté en septembre 2014 par l'Assemblée nationale majoritairement, et j'aimerais bien que la République en marche avec M. Travers continue, en bons républicains qu'ils sont, il y a un travail énorme d'accompli. On a l'impression qu'on repart à zéro là, avec les États généraux de l'alimentation. Non, Stéphane Le Foll a fait un travail énorme, terriblement insuffisant par rapport à nos espoirs et nos espérances, mais par rapport à ce qui existait, c'était gigantesque. Donc aujourd'hui, la question,
il s'agit pas de savoir si est-ce qu'il faut un peu plus de bio. C'est quand est-ce qu'on fait du bio le plus majoritairement possible et le plus rapidement possible. C'est une question de survie. C'est pas une question de peut-être une réponse et ensuite évidemment je donne la parole à Rodolphe Bonin. Bien sûr, mais c'est pas contradictoire. Enfin, il faut savoir que la politique agricole commune, elle avait été mise en place pour nourrir la population parce qu'à la sortie de la guerre, les gens n'avaient pas suffisamment à manger. Donc effectivement, la course au rendement a été croissante tout au long des années 40 jusqu'aux années 90. Aujourd'hui, on sort de cette logique-là, clairement. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer l'agriculture biologique, l'agriculture conventionnelle, qu'il faut une montée en gamme globale de l'agriculture, une diminution de l'utilisation des phytosanitaires, une diminution de l'utilisation des engrais, évidemment. Et voilà, c'est vers ça qu'on va. Mais je reconnais complètement le travail de Stéphane Le Foll sur l'agroécologie. Et moi-même, j'adopte un certain nombre de comportements liés à l'agroécologie. Donc voilà, mais il ne faut pas opposer les agricultures. À mon avis, c'est pas la bonne solution. Vous avez fait référence à une époque de productivisme, de culture intensive, mais on a l'impression, en voyant ce documentaire, en voyant votre exploitation, de revenir à ce que sont les fondamentaux finalement de l'agriculture. On a perdu les fondamentaux quelque part dans cette affaire ? Oui, là-dessus, on peut être d'accord. On a perdu les fondamentaux, que ce soit au niveau de la vie du sol, de la vie microbienne du sol, de la vie organique du sol. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites avec du labour systématique, avec voilà l'utilisation du sol comme un substrat inerte. Il y a un certain nombre de choses effectivement mais je pense que les agriculteurs aujourd'hui sont en train de prendre conscience, et c'est bien qu'il y ait des gens comme vous qui montrent le chemin. Mais après, je ne pense pas qu'il faut réduire les agricultures à un seul modèle d'agriculture à l'avenir. Je pense qu'il y a la place pour tous les types d'agriculture, mais que tous les types d'agriculture doivent monter en gamme et doivent s'améliorer et doivent être plus respectueux de leur environnement, parce que la planète n'attendra pas. Avant de vous donner la parole, je vais simplement essayer de vous donner quelques chiffres pour recadrer ce qui est aujourd'hui la filière, parce que évidemment c'est de la filière agroalimentaire aussi qu'on parle à travers ce sujet sur l'agriculture bio. Tout d'abord, 5% de la surface agricole utile en France est en bio. Aujourd'hui, vous avez vu ce chiffre, 1 538 000 hectares au total, avec la répartition que vous voyez sur ce tableau. Les emplois dans le bio en France, 77 700 emplois directs dans les fermes en équivalent temps plein, 38 000 emplois dans la transformation et la distribution bio, notamment. Ensuite, les opérateurs du marché bio en France, on compte environ 14 850 transformateurs, distributeurs, importateurs de produits bio aujourd'hui. Puis enfin, à l'autre bout de la filière, bien sûr, le consommateur qui met les produits dans son assiette. Aujourd'hui, c'est une croissance exponentielle de la consommation bio qu'on constate, avec un marché qui pèse 7,1 milliards d'euros. C'est un marché considérable, c'est un marché qui progresse. Tous ces chiffres que je viens de citer progressent d'année en année. Perico Légas l'a rappelé, ça n'a que 20 ans, l'agriculture bio, aujourd'hui, mais quelle progression! C'est une irrésistible ascension? Alors, c'est une irrésistible ascension, mais c'est une ascension assez inégalitaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que elle est inégalitaire à deux titres. Premier, c'est d'abord que dans les zones bio en France, il y a encore de très grandes différences. C'est-à-dire, il y a des zones au niveau géographique qui sont qui ont déjà fait le pas. On va parler, en effet, de l'Occitanie, etc. Et des zones qui sont beaucoup plus en retard. Si vous êtes dans l'est de la France, ou même une partie du nord de la France, où là, il y a encore des décalages. Et puis, c'est très inégalitaire aussi encore aujourd'hui, malheureusement, dans les types de consommateurs. C'est-à-dire qu'en effet, c'est encore une alimentation, si vous voulez, qui va plus particulièrement toucher, on va dire, les CSP+, ou les catégories moyennes. Et en revanche, on a une consommation du bio un peu moins forte sur les CSP, on va dire, qu'on appelait les ouvriers, ou CSP plutôt moins. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce travail à faire. Alors, vous avez évoqué que c'est 7 milliards d'euros, en effet, mais c'est à peine 3-4% de part de marché. Ça veut dire que on a quand même encore 96% du marché qui se situe ailleurs. C'est pour ça que je rejoins assez ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est bien une complémentarité. En revanche, là où pour terminer cet élément-là, là où c'est une réalité, c'est que le bio, finalement, révèle une conscience. Et je crois que c'est vraiment ça l'enjeu. C'est-à-dire que vous êtes bio avec cette passion, mais que ça révèle aussi une conscience sur la totalité de la chaîne, même dans une agriculture conventionnelle, pour se dire, finalement, je peux faire un peu moins appel aux produits phytosanitaires. Donc, je pense, moi, je suis un peu moins front to front que Perico Légas. Je pense on est capable de vivre en harmonie sur le sujet. On va écouter un autre extrait, c'est vous qu'on va entendre dans ce documentaire, parce que vous aussi, vous vendez vos produits, bien entendu, et vous avez développé votre entreprise. On vous écoute.
On a 2000 euros par mois. Donc aujourd'hui, on vit bien de notre métier. C'est pas parce qu'on est en bio qu'aujourd'hui qu'on n'a pas de production et qu'on vend pas de produits, quoi. Je pense qu'il y a, pour les agriculteurs, il y a une espèce de peur de se dire si j'ai plus les produits chimiques, je vais plus rien produire, je vais pas m'en sortir économiquement. C'est pas du tout le cas. On crée plus de valeur ajoutée aujourd'hui sur les fermes bio. On a des prix plus garantis. Après, on aimerait bien aller plus loin sur des relations plus équitables dans les filières, notamment dans les filières longues. Mais en tout cas, quand on est en filière courte, en lien direct avec le consommateur comme nous, en lien direct avec les AMAP, eh bien on a créé beaucoup plus de valeur ajoutée et on valorise notre lait 2 fois mieux qu'en filière longue. Donc c'est ce qui permet aujourd'hui de dégager du revenu et de créer de l'emploi. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit dans cet extrait. La réalité, c'est qu'aujourd'hui vous êtes 3 associés, 6 salariés qui travaillent pour 4 équivalents temps plein. Vous êtes développés et puis vous commencez à vendre vos produits. Quels sont les débouchés du produit que vous fabriquez? Alors on a vu le fromage. Depuis le documentaire, on est en train de créer un 7e poste en fait. Ouais. Et vous vendez à qui alors? Comment la filière de là où vous êtes, vu de votre exploitation? Eh bien, en fait, elle va où la filière? Eh bien, on a 2 circuits de commercialisation. Tout ce qui se fait en vente, enfin, les produits transformés sur la ferme sont vendus dans les magasins locaux, y compris les grandes surfaces. On travaille avec Leclerc, avec Système U en direct, et on n'a aucun problème de relation commerciale quand on est en direct comme ça. Là, on est encore en circuit dit court, parce qu'on a entendu circuit long, circuit court, voilà. Ça méritera peut-être d'être explicité. Et donc, pour on vous, travaille c'est du circuit court. On travaille aussi avec les AMAP, comme je l'avais évoqué, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc c'est ces collectifs de consommateurs qui s'organisent et qui travaillent en direct avec des producteurs. Et puis l'autre partie de l'exploitation, on travaille en filière longue avec une laiterie qui appartient au groupe Intermarché. Mais là encore, on a décidé de changer parce que les relations commerciales ne nous conviennent pas. Enfin, la politique d'Intermarché aujourd'hui ne nous convient plus. Et donc, on a décidé de rentrer en organisation de producteurs avec une organisation qui s'appelle Biolait, qui est un collectif de producteurs qui s'est créé il y a 20 ans et qui travaille en relation avec les grandes surfaces, mais sur d'autres partenariats, en particulier des relations équitables. Filière longue, là aussi, c'est une autre filière longue. Vous allez vous conservez de la courte et de la longue, entre guillemets. Exactement, oui. Sur ces filières et les débouchés de ces produits aujourd'hui, où est le problème? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas assisté à davantage de développement encore? Il n'y a qu'un manque de volonté politique, quand ce n'est pas de l'hostilité, parce qu'il y a encore des hommes politiques qui sont très dubitatifs sur le bio. Il y a un syndicat majoritaire qu'est la FNSEA qui a conduit à cette financiarisation de l'agriculture et qui maintenant, Madame Lambert, est devenue une grande supportrice du bio. Mais j'ai entendu parmi ces gens-là pique-pendre à un moment donné, mais comme ça marche, ils sont obligés de prendre le train en marche, et c'est tant mieux. Bienvenue au club. La majorité des conversions des agriculteurs qui sont en agriculture conventionnelle, chimique, c'est quand ils voient le succès. Parce qu'évidemment, au début, on les avait isolés. Et puis, finalement, ils étaient propres, ils avaient une voiture, les enfants allaient à l'école, ils partaient en vacances. Alors que les autres, avec leur combinaison, n'avaient pas tout ça. Et puis, tout d'un coup, le contact se fait, et des dangereux marginaux bolcheviques qu'ils étaient, ils sont devenus des gens fréquentables. Et moi, je vois les cas de conversion qui sont réguliers et qui sont croissants, c'est par, justement, le bon contact, et puis voilà, on est des paysans, et on est des paysans heureux. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est est-ce qu'on a ensuite un droit de suite? C'est le cas de le dire. Est-ce que tout est mis en place aujourd'hui au niveau des pouvoirs publics et de la politique agricole française? Non, tout n'est pas. Je ne suis pas dans la confrontation. Non, mais je dis pour l'instant, on passe par Bruxelles puisqu'on a perdu notre indépendance agricole totalement. Donc le ministre de l'Agriculture va à Bruxelles demander la permission. Est-ce qu'on peut ceci ou cela? C'est ça qui va poser le problème. Juste pour éclairer simplement ce qui vient d'être dit, il faut savoir que une conversion, c'est entre 2 et 3 ans. Il faut déjà comprendre ça parce que quand on décide d'aller en bio, il faut savoir qu'il y a un minimum de 2 à 3 ans de temps. Donc cet accompagnement. La République doit aider cette conversion. Cet accompagnement
accompagnement. Ce qui est le cas. Voilà, sur cet 5 ans. accompagnement. Là, on est en train de nous dire que ça va peut-être revenir sur 3 ans. C'est parce ça. que, oui. Il faut expliquer ça à nos téléspectateurs, si vous voulez. C'est que quand un agriculteur décide ça se fait pas dans passer au bio, redevenir un paysan. C'est entre 2 à 3 ans. C'est entre 2 à 3 ans. Donc ça se fait pas en claquement de doigts. Donc l'accompagnement sur la filière. Il n'a pas le droit de filière. commercialiser des produits sous appellation agriculture biologique tant qu'on n'a pas passé ce délai. Et donc du coup, il faut expliquer ça parce que c'est très important parce que s'il n'y a pas cet accompagnement financier de ce point de bascule, alors ça va être très compliqué. Et ça, je pense que c'est vraiment une perspective à mettre en marche. C'était 90 millions d'euros en 2015. Et on est passé à 180 millions en 2016. Alors, Madame Pajot voudrait un petit peu plus, et elle a raison. Et là, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que l'aide à ceux qui s'installent, Monsieur Travers a coupé dedans. Est-ce que vous savez ce que ça va donner? Il a coupé dans l'aide au maintien à l'agriculture biologique, pas là dans la conversion. L'aide à la conversion est maintenue et il y a un plan Ambition Bio qui va être présenté dans les jours, voire dans les semaines qui viennent à ce niveau-là pour justement... Donc un nouveau plan Ambition Bio, parce qu'il en est question dans ce documentaire. Voilà. Avec vos prédécesseurs, avec Stéphane Le Foll, qu'on a vu, et cette continuité formidable que vous avez vu avec lui. On va dire que c'est dans la continuité, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aujourd'hui dans l'incapacité en France de nourrir nos consommateurs français avec du bio français, puisqu'on est obligé d'en importer, puisqu'on n'en produit pas suffisamment. C'est valable dans toutes les productions, particulièrement aussi dans le porc, dans le bovin. Aujourd'hui, on a une filière qui manque d'organisation, parce que c'est vrai qu'il y a une volonté politique à avoir sur le rééquilibrage des relations commerciales entre les producteurs, les distributeurs et les transformateurs. Ça, on est complètement d'accord. Il y a ça à faire. Mais il y a aussi un travail à faire au niveau des producteurs, dans l'organisation des producteurs, parce qu'aujourd'hui, la production, elle est complètement satellisée. Face à des grandes surfaces qui sont regroupées en 4 centrales d'achat, vous avez une myrielle de producteurs qui, pour aboutir dans ces circuits longs à être présents dans ces grandes surfaces, sont prêts parfois à aller à la course au prix bas aussi. Il faut qu'il y ait une vraie solidarité dans le monde paysan aujourd'hui qu'on a perdu. On casse les prix sur les produits bio aujourd'hui. C'est la grande distribution qui exerce une pression insupportable qui contraint le producteur à baisser ses prix. Parce qu'elle va avoir une organisation de producteurs et puis qui veut pas céder et elle va en voir une autre qui va céder. Donc voilà, il y a un jeu à ce niveau-là. Il y a plein de sujets qui sont évoqués dans ce que vous dites, mais je pense que alors on évoquait le sujet de l'aide à la conversion. C'est effectivement essentiel pour nous l'accompagnement, mais c'est un accompagnement financier orienté de la politique agricole commune. Donc faut bien comprendre que c'est des aides de l'Europe finalement, et qu'aujourd'hui il y a eu des arbitrages effectivement extrêmement négatifs sous la pression de la profession agricole sur le fait qu'on n'a pas mis suffisamment de budget sur la bio. Ça c'est une réalité et on veut revenir là-dessus. Oui. Après il y a un accompagnement. Nous il y a des déclarations très fortes des grandes surfaces aujourd'hui qui veulent aller sur la bio à gogo. Nous on trouve ça très bien. Et oui, parce que ça fait des marges, c'est très juteux. C'est aussi une demande du consommateur. C'est aussi une demande du consommateur. Mais il y a un enjeu fort d'accompagner les producteurs et les productrices. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans le film, c'est un enjeu technique énorme. Il faut former les producteurs à changer de système, à se passer des produits chimiques de synthèse. Il faut les accompagner techniquement sur de nouveaux matériels. Il faut qu'on travaille collectivement parce qu'on manque énormément de recherche. En fait, on a souffert d'une vision de développement agricole qui s'est fondée sur des rendements maximum depuis 20-30 ans. Et aujourd'hui, on manque de recherche, on manque d'accompagnement technique. Et tout ça, ce n'est pas prévu. Et quand on parle du programme Ambition Bio du nouveau ministre de l'Agriculture, moi j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans parce qu'aujourd'hui, on n'est même pas concerté. Bon. Alors donc, moi, parce que l'émission s'appelle Droit de suite, dans ce documentaire, il était question du précédent plan Ambition Bio. 160 millions d'euros d'aide étaient sur la table pour développer le bio. Où est-ce qu'on en est de ce précédent plan de développement? Alors vous avez vu avec Stéphane Le Foll, là, il y a eu un petit bras de fer dans ce documentaire, c'était intéressant, mais enfin, on en est où avant d'engager le prochain? Le problème, c'est qu'on n'a pas de bilan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les aides, 2015, finalement, c'était le début de ce nouveau plan, et on n'a pas de bilan de ce qui a été réellement versé pour l'agriculture bio sur ces fameux 160 millions. Il a tout de même un peu porté ses fruits, parce que là, on parle de subventions, donc... on va dire que ça a aidé, et effectivement, on peut critiquer Stéphane Le Foll, et effectivement, sur les arbitrages budgétaires, on n'était pas eu d'accord avec lui, mais il y a eu de la concertation malgré tout. Objectif 180 millions en 2017. Et nous, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de concertation maintenant, et surtout qu'il y ait de la transparence sur qu'est-ce qui a été réellement versé, parce qu'il faut savoir, c'est l'État et les régions qui sont aujourd'hui co-responsables de ce sujet. Oui, c'est ce qu'on a compris. Il n'y a pas de transparence. D'accord. Juste éclairer deux choses. Le premier, en effet, le marché du bio au niveau des consommateurs est en croissance.
croissance à 2 chiffres, ce qui dans l'alimentaire est tout à fait colossal. Donc il y a une vraie demande, une vraie attente de la part des consommateurs. Je crois que la grande distribution, c'est son intérêt d'accompagner la filière. Alors elle le fait chacun avec ses idées et ses initiatives. Est-ce que la grande distribution rémunère correctement les agriculteurs qui cultivent, qui produisent du bio aujourd'hui en France? Ou est-ce qu'on est déjà à casser les prix comme vous le dites? Le bio moins cher, c'est pas je voudrais que vous répondiez à cette question. question. Je vais justement répondre. Aujourd'hui, en moyenne, un produit bio par rapport à un produit conventionnel, on va prendre le fruits et légumes, etc., est vendu à peu près entre 1,5 fois à 2 fois plus cher qu'un produit conventionnel. Pourquoi? Parce qu'il est acheté 1,5 fois à 2 fois plus cher aux producteurs. Donc, en termes de pilotage de marge, il n'y a aucun élément différencié entre les marges qui sont opérées sur de l'agriculture, on va dire, conventionnelle et des producteurs qui sont en bio. Maintenant, c'est vrai que la chaîne du bio, pour qu'on comprenne bien, elle est un peu plus compliquée à gérer pour un grand distributeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en effet, les agricultures et en fait les zones de production sont beaucoup plus éclatées. Donc la logistique, c'est un peu plus compliqué. Vous avez expliqué. Exactement. Donc en fait, les camions, ils font un peu plus de kilomètres avec du bio que sans le bio, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Oui, enfin, c'est les mêmes camions a priori. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que pour aller chercher du bio sur quantité, vous savez que c'est un peu compliqué. C'est pour ça que ce que vous opérez avec vos surfaces, ça c'est l'avenir. C'est-à-dire on est en bio local, c'est-à-dire en filière courte. Premier sujet. Et deuxième élément, quand même qu'il faut bien expliquer, c'est que le pilotage malheureusement du bio dans un magasin est compliqué à gérer parce qu'il faut le différencier. Donc souvent, il a un emballage en plus, ce qui est complètement aberrant sur le principe, parce qu'en fait, on a le conventionnel qui est en accès libre direct et le bio qui se retrouve finalement packagé. Et puis, vous avez ce qu'on appelle un taux de casse, c'est-à-dire qu'on jette un peu plus sur le bio. Pourquoi? Parce qu'en effet, il a une durée de vie qui est parfois un peu moins longue que du produit conventionnel. Donc, ce qui explique le pourquoi du comment du prix. C'est simplement pour vous éclairer. Ce qui explique que ce sur soit cet les élément. Classes moyennes, les classes supérieures qui achètent aujourd'hui qui sont en accès du bio. Contrairement aux classes populaires. Bon, là on a et les rendements aussi. N'oublions pas que les rendements aujourd'hui, sur une agriculture bio par rapport à une agriculture conventionnelle, vous avez certaines, par exemple la céréale, c'est 50% de rendement en moins aujourd'hui. Donc c'est énorme. Alors, Perico Légas, est-ce qu'on rémunère correctement les agriculteurs qui sont aujourd'hui des agriculteurs bio? Est-ce qu'ils sont correctement rémunérés avec tout ce qu'on s'est dit là, à vos yeux? Et puis, autre question, mais qui est toujours la même, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas réservé aux plus riches d'entre nous, les produits bio aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un vrai problème de santé publique aussi, au bout du compte? Faut pas que ça le soit. Jean-Baptiste Moreau a dit tout à l'heure, le bio à bas prix, c'est plus du bio. Il y a une norme minimum, il y a un seuil au-dessus duquel on ne peut pas. Le problème, c'est les mœurs de consommation qui sont les nôtres. Et le rapport de l'INSERM qui est sorti cette semaine dit bien que la nourriture trop industrialisée et trop abusivement consommée est nocive pour la santé, on parle de cancer. Donc c'est une nécessité qu'a 5, 7 et 10 milliards d'êtres humains. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas débat, c'est le bio. Alors est-ce qu'on peut y arriver le plus vite possible, de façon quand même assez équitable pour que tout le monde s'y retrouve? Il faut préserver la planète, il faut donner à manger à l'humanité, donner à manger des produits sains. Alors on a eu une période des 30 glorieuses et ensuite de ce délabrement de la consommation avec la grande distribution, qui est arrivé à un système qui imposait ses prix, c'est-à-dire l'antilibéralisme, c'est le client qui impose son prix au fournisseur. À tel point que la compression des prix était telle que même l'agro-industrie a dit à un moment donné, moi je ne peux pas continuer comme ça parce que les prix lesquels vous me payez, mes yaourts, mon lait, mes produits transformés, je les répercute sur l'agriculture, et c'est moi qui apparaît pour le méchant, parce que je ruine les agriculteurs, mais je peux pas payer plus, parce que si je les paye plus, je ne suis plus compétitif et je ne suis plus référencé par la grande distribution. Il semblerait que les États généraux de l'alimentation veuillent mettre un terme à cette histoire. On a quand même aujourd'hui le réflexe d'une masse de population défavorisée, et l'exemple Nutella ces derniers temps l'a montré. On a expliqué pendant 40 ans aux gens, ne vous inquiétez pas, mangez ce qu'il y a de moins cher et consacrez le moins de temps possible à votre alimentation. Prenez même sur le budget alimentaire, parce qu'on va vous créer des besoins par la publicité, des besoins techniques, des besoins de déplacement. Prélevez sur le budget alimentaire pour vous payer d'autres choses. Et aujourd'hui, on arrive à une situation absolument calamiteuse. Donc, il faut réapprendre aux Français à manger. Il faut, dans les écoles, introduire avec l'instruction civique, l'instruction alimentaire et l'instruction du consommateur. Et bien sûr qu'il y ait une vraie politique, mais pas un petit saupoudrage comme on a aujourd'hui. C'est très grave ce qui est en train de se passer. On ne sauvera l'agriculture française que si on remet le bio au goût du jour. Et, je précise, il y a suffisamment, c'est la FAO qui a dit, si on remet, vu la démographie mondiale qui est angoissante, si on remet 30% des terres en friche aujourd'hui autour de la planète en activité, on peut nourrir l'humanité avec du bio exclusivement. Personne ne peut y croire, c'est pourtant factuel.
Les états généraux de l'alimentation, c'est terminé. Ça aboutit sur un projet de loi. Vous allez être rapporteur, c'est important, le poste de rapporteur. C'est vous qui allez conduire les travaux de l'Assemblée sur ce texte. Il sera en débat à l'Assemblée nationale, je crois, le 26 avril. Vous nous donnez une date précise. En quoi ce texte va prendre en compte ce que vient de dire un peu tout le monde sur ce plateau. Le dernier ayant parlé, c'est Perico Légas. Est-ce qu'on peut voir dans ce texte qui va arriver la volonté de développer encore plus le bio et de leur donner certaines garanties à ces produits au travers de la filière? Tout à fait. Il y a l'objectif, donc, qui était l'objectif d'engagement du président de la République durant la campagne, d'avoir à terme à 2022 50% d'alimentation dans les collectivités bio ou de qualité ou locale, parce que j'étais aussi vice-président d'un label rouge, donc le label rouge est aussi un signe officiel de qualité, notamment avec des qualités organoleptiques. Donc c'est pour ça que je dis, il faut pas tout bio. Par contre, il faut une montée en gamme globale et après, il faut rééquilibrer les relations commerciales. Je suis complètement d'accord avec Perico Légas. Il faut sortir de l'idée du consommateur que manger, ça ne coûte rien. C'est pas pour ça qu'il faut augmenter et avoir une inflation énorme sur le prix alimentaire. Je pense qu'il y a des moyens de faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Mais aujourd'hui, pour bien s'alimenter, il faut des produits de qualité et il faut se donner les moyens de les avoir, ces produits de qualité en face de nous. Donc, dans cette loi, il y a deux éléments. Il y a un élément de négociation entre le producteur et le transformateur, à savoir que c'est le producteur qui va proposer des contrats qui se basent sur ses coûts de production et pas sur ce qu'on veut bien lui donner. D'accord. Sur ce point-là, le bio a été assez inspirant. Hein, oui, c'est véritablement, faut savoir, c'est les filières bio qui ont un peu orienté cette logique d'inversion. Je pense que c'est important. Et puis deuxième volet de ce texte. Deuxième volet, c'est l'encadrement du travail de la grande distribution, avec un encadrement des promotions et ce qu'on appelle une rehausse du seuil de revente à perte, ce qui permet aujourd'hui, par exemple, de vendre quasiment à perte des pots de pâte à tartiner pour prendre un maximum de marge sur les fruits et légumes bio ou sur les produits non transformés pour permettre d'avoir une marge moyenne. En l'occurrence, ça n'a pas trop fonctionné comme ça, mais c'est pas grave. Non, parce qu'en fait, c'est un investissement de l'enseigne. Donc, c'est quand même une tentative. Oui. Non, mais elle n'a pas marché, tant mieux. Il y a l'industriel qui joue comme son. Il y a l'industriel. Je veux ajouter autre chose. Oui, ce que je voulais évoquer, qui est quand même très important aussi par rapport à ce que vous venez d'évoquer, c'est qu'il faut comprendre aussi que le bio français, on l'a évoqué tout à l'heure, 71% du bio, en effet, d'origine française, mais avec là aussi une grande inégalité. C'est-à-dire que dans les légumes, par exemple, on a quasiment 100% de notre consommation bio qui est produite en France, alors que dans les fruits, on va tomber aux alentours de 40%. Donc on voit qu'on a aussi un travail à l'intérieur même des filières, si on veut arriver à les faire monter à une logique du bio. Et là, c'est un vrai défi. Stéphanie Pajot, est-ce que vous avez en face de vous le nouveau monde de l'agriculture ou est-ce que vous avez toujours l'ancien monde? Et autrement dit, est-ce que l'agriculture bio peut espérer se développer dans les années qui viennent avec sous la présidence Emmanuel Macron? Oui. Mais en tout cas, vous avez bon espoir là-dessus? Est-ce que vous voyez les choses changer un tant soit peu ou pas? Le projet de loi, nous, dans la volonté affichée, parce que on vient de commencer ce quinquennat. On commence juste les discussions. Le projet de loi, on est un petit peu déçus dans la thématique finalement, parce que pour nous, le titre aurait dû être la transition de l'agriculture. Et par la transition de l'agriculture, par le côté création de valeur, on recrée de nouvelles relations commerciales en fait. Et en fait, on a l'impression là qu'on saucissonne et qu'on découpe, et qu'en fin de compte, on va pas arriver à l'objectif réalisé. Ce que vous dites, monsieur, est intéressant. Vous dites finalement, c'est grâce à l'agriculture biologique qu'on envisage d'autres relations commerciales. Mais c'est exactement ça qu'on défend. C'est-à-dire, sur la transition agricole, on affiche des objectifs très précis sur le développement de l'agriculture biologique en France. On le met dans le projet de loi. Article 1, 15% de surface agricole utile en France. C'est un objectif chiffré précis dans la loi et qui donne une perspective pour tous les ministères sur qu'est-ce qu'il faut faire demain pour développer l'agriculture biologique en France. Et c'est de l'interministériel, vous l'avez évoqué, c'est une thématique sur la santé, c'est une thématique sur l'éducation, à l'alimentation, à l'environnement, c'est une thématique sur des relations commerciales, donc c'est qu'avec Bercy. Et tout ça, finalement, ça donne, je vous rassure, sur le projet de loi, je vais travailler en interministériel avec Bercy, avec le ministère de la Santé. Oui, mais nous, on n'a même pas été auditionnés, en fin de compte, au moment des États généraux, on a même pas. Ça va peut-être venir après cette émission. On peut donner, c'est la fin de cette émission. Si on se projette à 10, 20 ans, il y a déjà des études sur le sujet,
si on se projette un peu sur l'avenir du bio, il nous reste 30 secondes. Oui, bien sûr. On sait que le bio va continuer à croître, mais si on veut atteindre ces objectifs, il faut aussi comprendre qu'il va falloir changer nos habitudes alimentaires. C'est-à-dire qu'il va falloir sans doute avoir des consommateurs. Exactement. Il va falloir sans doute faire migrer une partie de la consommation qui est très dans, finalement, vous savez, le monde bovin et finalement la nourriture animale, pour basculer dans des légumineux, des maraîchers, etc. C'est-à-dire il y a même un travail dans la consommation à la fin, c'est-à-dire la manière dont on va consommer les produits demain. Vous dites qu'il faudra des consommateurs et plus des consommateurs? Il faut que l'État reprenne ses prérogatives. Le libre-échange à tout va, débridé, c'est catastrophique. Et il faut que l'État réglemente. La grande distribution, dont on ne peut pas se passer, doit changer les règles du jeu. Et dont elle ne peut pas se passer les agriculteurs non plus. D'accord, mais pour l'instant on les a tués. Pour l'instant ils se pendent. Et c'est pas les grands distributeurs qui se pendent, c'est les paysans. Donc j'aimerais qu'on rééquilibre un petit peu, que la grande distribution n'ait pas toujours le dernier mot sur la commercialisation. Surtout qu'en Europe c'est pas toujours le cas et voilà, la France fait de mauvais élèves dans elle fait exception dans le mauvais sens. Oui. Stéphanie Pajot, est-ce qu'on peut conseiller à tous ceux qui nous ont regardés d'aller faire un petit tour du côté de la Loire-Atlantique, du côté de Pornic, pour aller voir de leurs yeux vus comment vous travaillez la terre? Des paysans bio et c'est vrai que finalement, je dirais l'agriculture biologique, c'est redonner un sens à son métier de paysan et c'est redonner un sens à sa consommation. Donc c'est une vraie dynamique positive pour tout le monde. Merci, grand merci à tous les quatre d'avoir participé à ce droit de suite où nous nous demandions ce soir, vous l'avez compris, si le bio était bel et bien l'avenir de l'agriculture. Vous pouvez bien entendu réagir sur #DDS, c'est notre adresse sur Twitter. Rendez-vous à tous pour un prochain droit de suite avec bien sûr son documentaire et son débat. À bientôt.